a prévu avec Sabine pour cette première séance, c'est qu'on va faire une présentation générale de la logique de notre cycle de qualification, revenir sur la notion de diagnostic territorial et participatif, plus particulièrement au niveau nous, au RIVE, je ferai un zoom sur la notion plus participative, c'est-à-dire la mobilisation des habitants à travers le document qu'on a publié l'année dernière. Et Sabine, ensuite, interviendra plus particulièrement sur le volet territorial, sachant que pour nous, c'est bien nécessaire que les deux notions s'articulent. On a volontairement séparé pour pas être redondant, mais ceci étant dit, il y a bien une logique qui vont dans le même sens. Dans le document qu'on vous enverra sur ce cycle, on a une présentation de l'ORIV. Je ne vais pas le faire là pour gagner du temps. Voilà. Je dis juste un mot sur cette logique de cycle de qualification. On l'a conçu avec Laetitia et avec le soutien financier donc de la DRET pour vous apporter un certain nombre d'éléments, d'informations et de références pour engager le travail d'élaboration de la prochaine contractualisation. Et je le dis tout de suite, pour ma part, il n'y a pas forcément nécessité, j'allais dire, à attendre qu'on ait tous les éléments calés, etc., avant d'agir. On est sur un enjeu de connaissance d'un territoire avec une mobilisation de ceux qui travaillent, ceux qui y vivent, etc. J'y reviendrai. Donc, c'est important pour nous que ce début d'année vraiment s'inscrive dans ce cadre-là, parce que si on attend sans arrêt sur tel ou tel point, le risque, c'est qu'après on soit sur des délais extrêmement courts. En plus, notre volonté, c'est de faire de cette question de la connaissance du territoire et des habitants d'un territoire un objet en soi du travail au titre des projets urbains, des projets de territoire. C'est pas seulement à l'occasion de l'élaboration du contrat de ville, c'est vraiment quelque chose qui nous semble important de poser tout au long du dispositif d'une politique publique. Parce que sinon, justement, la complexité, c'est qu'on peut être hors champ, hors cadre, etc. Donc, cette notion, elle nous paraît vraiment importante. Les apports méthodologiques, on ne sera pas là aujourd'hui dans la séance en disant petit A, il faut faire comme si, petit B, etc. Ça va être compliqué avec autant de monde. En vous entendant intervenir, on est aussi en train de construire les apports de ressources de la part de l'ORIV plus globalement. Donc, au-delà de ce cycle de qualification, ce cycle-là en tant que tel, c'est l'idée de pouvoir donner quelques éléments maintenant, des expériences et peut-être de revenir sur la méthode après. Laetitia, tu voulais intervenir? Oui, je voulais juste préciser par rapport à ce que tu viens de dire que par contre, dans les prochaines séances du cycle de qualification, l'objectif, c'était vraiment ça, d'essaimer des méthodes et de vous donner aussi quelques outils clés en main quand même, qui ont notamment été développés par d'autres collègues, d'autres centres de ressources. Donc, ça se fait tout au long du cycle, en fait, vraiment de la méthodo et des choses que vous pourrez vous approprier et mettre en place sur les territoires directement. Ce qui pour nous est important, c'est pas, il n'y a pas une méthode à mettre en place. En fait, c'est aussi en fonction de vos territoires et des moyens que vous avez que ça vous semblera opportun de pouvoir développer telle ou telle partie et telle manière de procéder. Donc ça, après, on peut l'accompagner en termes de réflexion. Avec l'accord de la DRET, nous avons prévu d'ouvrir un espace d'échange qui se tiendra tous les 15 jours sur un créneau horaire donné qu'on vous adressera, qui sera sous la forme question-réponse. Donc, en fait, l'idée, c'est que vous puissiez nous contacter sur ce créneau et on fera un suivi des remarques, etc., pour le diffuser aux autres. Ça permettra comme ça que vous ne soyez pas bloqué, entre guillemets, sur un sujet en se disant « oui, mais là, je n'ai pas la réponse, etc., comment je peux faire, etc. » Mais vraiment, on insiste sur le fait qu'il n'y a pas un outil unique, c'est des manières d'agir. Et donc, c'est ça qu'on essaye de donner et de pouvoir
aussi faire appel à vos connaissances que vous pouvez avoir, parce que un des éléments qu'on a pu se dire avec Laetitia aussi quand on travaillait sur la préparation et du document qu'on va vous présenter, qui était dans le lien qu'on vous a déjà envoyé sur le guide méthodologique, où vous avez déjà un certain nombre de documents. L'idée, c'est de dire faut dédramatiser cette idée d'aller chercher le point de vue sur les territoires, la logique de diagnostic, etc. On a souvent extrêmement peur sur ce sujet, alors que finalement, vous avez tous et toutes des capacités pour pouvoir le déployer en tant que tel. Voilà. Sachant qu'on n'est pas dans une démarche scientifique pure et dure, on est sur quelque chose qu'on essaye d'observer avec tout ce que ça veut dire en termes de mouvement, etc. Donc, c'est ça que je voulais dire en début. Aujourd'hui, on n'a pas toutes les réponses. J'amène quand même deux éléments. C'est sûr que c'est difficile de pouvoir engager une démarche auprès d'habitants tant qu'on n'a pas la certitude que le territoire soit en politique de la ville demain. Effectivement, ceci étant dit, ça peut être possible de travailler avec déjà un certain nombre d'acteurs pour préparer, en attendant qu'on ait les confirmations et de la géographie prioritaire. Je ne sais pas si du coup, tout à l'heure, Nicolas pourra nous dire s'il y a eu un élément, des éléments en termes de calendrier. Nous, les informations que nous avions pour l'instant, c'était une négociation sur la géographie prioritaire qui devrait tomber entre mi-mars et mi-avril. Voilà, donc de ce côté-là. Concernant la question de la participation des habitants et le fait, s'était posé la question, les conseils citoyens renouvelés ou pas renouvelés. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que la participation des habitants est un incontournable. Voilà, ça c'est évident. La forme prise par la participation des habitants, elle par contre, très certainement, ne sera pas strictement sur les conseils citoyens. On aura quelque chose de plus ouvert. Pour autant, quand un conseil citoyen fonctionne, ce sera un peu dommage de le supprimer, voilà, mais il n'y aura pas forcément, d'après ce qu'on a cru comprendre, une obligation. Mohamed Meshmash, qui avait été à l'origine d'un rapport avant la loi qui a créé les contrats de ville, donc la loi du 21 février 2014, a été sollicité à nouveau par le ministre de la Ville et du Logement, Olivier Klein, pour une nouvelle mission autour de la question de la participation citoyenne. Elle est en cours actuellement et nous sommes en train de réfléchir au niveau de l'ORIV éventuellement pour avoir un échange avec lui et avec les acteurs que vous êtes qui souhaiteraient y participer pour pouvoir aussi faire remonter un certain nombre de constats. Pour l'instant, on n'en est qu'à l'idée. C'est un point qu'on voudrait préciser. Donc, justement, sur les éléments de contexte, ce que j'évoquais, c'est que on n'a pas forcément d'éléments de cadrage national aujourd'hui par rapport à la nouvelle contractualisation. Pour autant, les éléments de langage du ministre de la Ville et du Logement ils sont assez clairs sur deux points, au moins ça. C'est partir des territoires en proximité et en réalité locale. Donc, ça nous paraissait vraiment important d'insister sur la question territoriale et s'appuyer sur les habitants. Il a évoqué l'idée de la mise en place de petits grands débats. Dans les éléments de contexte, là, je mettais en avant le fait que la loi du 21 février 2014 sur ce qu'on appelle la participation des habitants constitue indéniablement un atout. Et finalement, entre 2014 et aujourd'hui, on a accumulé beaucoup d'éléments de connaissance sur comment permettre et prendre en compte la parole d'habitants, mais ainsi que les limites que ça pose. On a au niveau des travaux de l'ORIV, et je regarde en particulier Laetitia qui a animé le réseau des intervenants et intervenantes auprès des conseillers citoyens, on a quand même pas mal de travaux qu'on peut vous mettre à disposition aussi sur les points de vigilance, sur à quelles conditions ça fonctionne. Alors c'est vrai qu'on a pas mal travaillé sur la question des conseils citoyens, mais finalement, ce qu'on observe au niveau des conseils citoyens pourrait être élargi plus globalement. Laetitia ? Et aussi, il existe
groupe de travail au niveau national de différents centres de ressources politiques de la ville qui travaillent sur cette question de participation des habitants et qui, de la même manière, produisent des ressources sur les enseignements, sur les leviers, les freins pour aller au-devant des habitants. Donc ça aussi, pareil, c'est des choses qu'on peut mettre à disposition. Dans les éléments de contexte qu'on peut retenir aussi, c'est que à l'usage du travail qui a été fait depuis le début du contrat de ville, on peut aussi relever et insister parce que si le diagnostic ou l'approche territoriale elle a du sens, c'est parce qu'aucun territoire ne se ressemble. Et c'est effectivement important de pouvoir prendre en compte la réalité territoriale pour agir au plus près. À force de considérer qu'un quartier politique de la ville il ressemble à un autre, nous-mêmes, parfois, on va au-devant même des représentations de ces territoires et on oublie les ressources aussi qui sont disponibles. Ce qu'a aussi montré les travaux récents et ce que donnent les données disponibles, c'est que ces quartiers se transforment. Alors, on a l'habitude de l'évoquer autour des dimensions urbaines ou urbanistiques, hein, sur le cadre de vie, l'aménagement, etc. Mais les données que nous permet d'avoir l'ONPV, donc l'Observatoire national de la politique de la ville, et dans le document que je vous montrerai, vous avez accès à ces informations, en fait, nous permet aussi, par exemple, d'identifier les emménagements, les mouvements de population. Et ça, c'est un point qui est important à souligner. Faire un diagnostic, c'est forcément à un moment donné un instantané sur une réalité avec toutes les limites que ça peut poser. Et donc, c'est aussi important dans ce que nous vous proposons en termes de méthodologie, c'est d'inscrire ce regard dans la durée. Il y a deux dimensions qui sont importantes, et d'ailleurs, Sabine y reviendra, hein. C'est qu'à la fois une approche diachronique, c'est-à-dire dans la durée, mais aussi une approche comparative avec d'autres quartiers, et notamment des quartiers à proximité, qui permet de comprendre les logiques à l'œuvre sur un territoire et les leviers d'action. Un diagnostic, c'est aussi pas seulement les défauts et les difficultés, c'est aussi qu'est-ce qui fait les atouts du territoire. J'ai toujours souvent tendance à considérer que quand on regarde un quartier, on va considérer la part des jeunes souvent comme étant un point de vigilance. C'est aussi un sacré atout d'avoir une population jeune importante sur un territoire parce que ça apporte l'avenir, la démographie, etc. On a plein de territoires en milieu rural qui rêvent de pouvoir avoir des enfants et des jeunes qui puissent déployer un certain nombre d'actions. Sur cette question des données statistiques, dans le document de méthodo qu'on survolera tout à l'heure, vous pourrez donc accéder et cliquer sur un certain nombre de points. Après, peut-être avec Laetitia, on indiquera peut-être aux uns ou aux autres si vous souhaitez une séance particulière sur un élément de compréhension et comment utiliser notamment les données statistiques. Mais j'insiste beaucoup sur le fait qu'un diagnostic, ce n'est pas que des données quantitatives, mais à tous les cas, on peut vous proposer une séance dédiée de compréhension. On aura une deuxième séance, notamment dans 15 jours, sur les questions des data, des données disponibles, avec un regard particulier, à la fois des collègues d'un centre de ressources, Réseauville, qui présentera tout le travail qu'il a mené, et on aura l'occasion d'avoir deux acteurs du Grand Est qui nous proposeront de réfléchir autour de données sur les questions d'illettrisme, par exemple, mais aussi de protection judiciaire de la jeunesse, données qu'on ne va pas forcément regarder spontanément. En même temps que j'explique, je présente des séances. Dans les évaluations qui ont eu lieu, on a pu aussi avoir quelques enseignements qui nous semblent importants à souligner là dans la construction de la prochaine contractualisation. C'est la question de la place des différents acteurs. Au niveau de l'ORIF, quand on parle d'acteurs, c'est toute partie prenante sur un quartier, c'est les habitants,
individuellement et collectivement. J'insiste beaucoup, hein, on a souvent tendance à opposer l'habitant et l'acteur associatif dans le sens même de l'association. C'est un acteur collectif composé d'un certain nombre d'habitants ou de citoyens. Donc, quelle est la place des différents acteurs? Quel est le profil de ces différents acteurs? Petites structures, grosses structures, etc. On ne va pas travailler de la même manière sur chacun des territoires. Il y a cette question notamment de l'aller vers. On l'a vu particulièrement se développer avec la crise sanitaire. Et du coup, dans le cadre de ce travail d'identification des enjeux sur un territoire, c'est comment aussi on tire profit des acteurs qui sont déjà sur le territoire et qui sont dans l'aller vers ou qui sont dans la proximité. C'est la question de l'observation et du diagnostic, elle n'est pas seulement l'affaire du chef de projet ou de l'État, mais des acteurs ensemble sur un territoire. C'est comment on le co-construit, cette logique de travail. Autre élément, on a pu se rendre compte que ce qui était aussi important pendant la phase d'évaluation, c'est se doter d'espaces de travail et d'analyse en commun. Et ça nous permet d'autant plus important dans la phase qui va s'ouvrir devant nous. J'ai tendance à dire, à répéter et à le répéter encore souvent, un chiffre ne parle jamais tout seul. Il y a un enjeu d'interprétation des données. Alors, c'est valable pour les données quantitatives, les chiffres, mais c'est valable aussi pour une observation. On peut interpréter un contenu de manière différente selon l'endroit où on se place. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé l'image que je vais évoquer maintenant, mais quand vous êtes dans un musée et que vous voyez une statue, si vous déplacez un petit peu, vous allez voir une autre manière la statue. Et pourtant, c'est toujours la même statue. Et donc, l'idée du travail autour de ce travail de diagnostic, quand on parle d'un diagnostic participatif et territorial, il est aussi dans cette logique d'un travail collectif, de confrontation des points de vue, parce qu'en plus, ça permet de s'acculturer ensemble sur la question, et j'ouvre les guillemets, du besoin ou des besoins des acteurs et des habitants. J'ai toujours du mal, hein, pour certains d'entre vous qui m'entendent, j'ai toujours du mal avec le terme de besoin, parce que c'est pas si simple que ça de l'appréhender. Ce qui est clair quand même, c'est que le travail en commun permet d'identifier ce sur quoi il faudrait travailler et comment le travailler à partir des éléments de diagnostic. Voilà, quelques éléments de contexte qui permet d'identifier comme ça des points de vigilance pour construire la suite du travail. Encore quelques éléments du coup où là, il me semble important de revenir sur le sens de la politique de la ville et donc qu'est-ce que c'est que la politique de la ville et comment l'aborder finalement, puisque si on doit porter des diagnostics ou la parole d'habitants, encore faut-il savoir de quoi on est en train de parler et qu'est-ce qu'on vise plus particulièrement. On a l'habitude de dire que la politique de la ville est une politique de cohésion urbaine et de solidarité envers les quartiers les plus défavorisés. C'est une solidarité nationale, avec des moyens qui sont mis, moyens spécifiques, mais valorisation en premier lieu du droit commun, mais c'est aussi une solidarité horizontale, puisque ces territoires nécessitent aussi d'être pris en compte à l'échelle territoriale, que ce soit d'une commune ou d'une intercommunalité. La loi du 21 février 2014 met en avant deux ambitions fortes au niveau des quartiers politiques de la ville. La réduction des écarts de développement entre les quartiers défavorisés et leur unité urbaine, qui peut paraître très basique, mais je vais y revenir dans un instant, et l'amélioration des conditions de vie de leurs habitants en luttant notamment contre toute forme de discrimination. C'est ce qui est inscrit dans l'article 1 de la loi. Au-delà de ça, ce qui joue, c'est qu'on a des territoires où en fait, on a des habitants qui présentent des situations singulières, un certain nombre de cumuls de difficultés, mais surtout qui s'inscrivent dans des processus de ségrégation. Alors, je reviens juste
un moment sur ce terme de ségrégation. C'est le fait qu'un certain nombre de personnes se retrouvent sur un espace et présentent des caractéristiques sociodémographiques semblables. Alors, certains utilisent le terme de ghetto. Je dis simplement que ce n'est pas tout à fait la même chose. Le terme de ségrégation, ce n'est pas forcément une logique inhérente à un individu, une volonté, etc. Mais c'est l'histoire des politiques publiques, de l'urbain, de la construction du logement social, de l'après-guerre, etc., qui a organisé, on va dire, les espaces et qui fait qu'aujourd'hui, on a des situations et qui sont le fruit de cette histoire et qui donnent lieu à des processus de ségrégation. Et donc, depuis un certain nombre d'années, l'enjeu, elle est que ces territoires bénéficient, comme tous les autres, de l'accès aux droits et aux services, qu'on puisse améliorer leurs conditions de vie, notamment l'aménagement, etc. Et donc, c'est pour ça qu'on porte une attention particulière parce qu'elles sont à un endroit, dans un cadre et dans des logiques particulières et que, comment dire, elles sont aussi dans une logique de concentration et de densité de population qui organise un mode de rapport sociaux avec les autres. Ça nous paraît, enfin, ça me paraît, je dis ça nous paraît parce qu'on en parlait avec Sabine en préparant, mais c'est vraiment quelque chose d'important. On met souvent en parallèle les situations de pauvreté entre milieu rural et milieu urbain, et il y a un vrai malentendu parce que l'indicateur qui identifie la géographie prioritaire est le taux de pauvreté, mais en fait, la politique de la ville n'est pas une politique qui traite de la pauvreté. On traite de la question des ségrégations urbaines et sociales, et du coup, ce qu'on regarde et ce qu'on voudrait aller regarder en termes d'observation, c'est autre chose que la question de la pauvreté. Bien évidemment, ça nous intéresse parce qu'on va regarder ça. Mais ce n'est pas seulement cet élément-là, c'est le rapport au non-recours, c'est les rapports sociaux, c'est le lien social, c'est le rapport à la ville, le rapport à l'agglo, etc. Et donc, si on focalise l'observation seulement sur des caractéristiques socio-démographiques d'une personne ou des personnes, on risque de passer à côté de finalement l'intention même de la politique de la ville qui vise une action collective. Il faut se rappeler qu'au démarrage de la politique de la ville, on parlait d'une politique de développement social et urbain. On va parler après de développement social des quartiers. Et il nous semblait, alors à l'ORIF, mais les centres de ressources de manière générale, à rappeler que ça, c'est un élément important. C'est-à-dire que c'est le territoire et l'élément aussi qui va aider au développement par rapport à cet enjeu de territoire. Après, ce territoire, il ne vit pas tout seul, hein. Il est en synergie, en dynamique avec son territoire. Et c'est pour ça que c'est éminemment important à la fois d'aller regarder du côté des données sociodémographiques, des situations, etc., mais aussi des dynamiques qui sont à l'œuvre, des tensions et du lien et de la place du quartier, du territoire. Alors, le terme de quartier peut amener à plein de discussions. Hein. De quel quartier on parle? De celui des habitants ou de celui de la géographie prioritaire? Peut-être que c'est aussi un enjeu de travail et que dans ce que propose le ministre en disant aller au-devant des habitants, c'est peut-être aussi quel est le territoire de vie pour eux, qui n'est pas forcément le territoire d'intervention administrative. Voilà, on voit combien c'est important. Et en fait, en parlant de ça aussi, ça amène à guider le contenu de l'observation et du diagnostic. Vous voyez, souvent, quand on fait un diagnostic, on va aller regarder les données sociodémographiques. C'est, entre guillemets, le plus simple. Voilà, on a combien d'habitants, combien de jeunes, combien de taux de chômage, etc., etc. Mais en fait, l'idée d'aller recueillir la parole d'habitants, c'est d'aller au-delà, c'est quel rapport ils ont au territoire, le quartier et au-delà, par rapport aux services, aux équipements, aux aménagements, etc. Et ça, parce que quand on interroge les habitants ou les usagers d'un service, ils ne nous parlent pas d'eux, ils nous parlent de leur rapport aux autres et leur rapport à leur environnement. D'où l'importance de prendre en compte cette parole d'habitants. Autre élément important dans ce diagnostic qu'on propose au niveau de l'ORIV,
c'est de recenser l'existence des dynamiques qui existent. En fait, souvent, on fait comme si le territoire, les habitants, ils n'avaient pas déjà des relations. Dans la loi du 21 février 2014, on était invités à faire une analyse de la dynamique citoyenne. Ça a rarement été fait. Or, on ne va pas travailler sur un territoire où il y a une grande richesse associative, des mouvements importants, etc., ou des territoires où on a très, très peu d'associations et de réalités, etc. Et quand je parle d'associations, ça peut être simplement des collectifs qui ne sont pas associatifs, mais qui sont très présents parce qu'une solidarité, etc. Il y a une histoire des quartiers, il y a une histoire des territoires. Et parfois d'ailleurs, et pour certains d'entre vous, vous avez des territoires administratifs d'intervention qui ne correspondent pas à des territoires de vie et qui peuvent être un peu décalés. Dans le diagnostic, ça peut être des choses qu'on va identifier. Autre point, dans ce regard du diagnostic auquel on vous invite, c'est d'identifier le système d'acteurs, comment ils travaillent ensemble, comment on fait vivre ce système d'acteurs. On l'a vu combien à la crise sanitaire, finalement, la capacité entre guillemets de résilience des territoires, elle a été possible parce que justement, il y avait ce système d'acteurs. Et dernier point, c'est une approche un peu j'allais dire, monographique et urbanistique du quartier. On ne fait pas vivre les gens de la même manière selon qu'on a des espaces publics ou pas d'espaces publics, que l'espace se travaille autrement. Dans mes travaux, il y a très très longtemps d'étudiante, on faisait des monographies de territoire où on essayait de comprendre comment s'articulait la question sociale avec la question urbaine. Et c'est vrai que ces éléments-là sont importants. Tout ça nous amène à une notion clé auquel nous sommes particulièrement attachés, la notion de projet de territoire. C'est que comment le diagnostic dans lequel on va s'inscrire, cette observation, va nous permettre de pouvoir se dire, voilà, ce territoire-là, il a tel atout, on va pouvoir avoir tel levier, telle démarche. Le quartier juste à côté, il ne va pas forcément fonctionner de la même manière parce qu'on a plus de personnes âgées, plus isolées et les leviers ne sont pas les mêmes. L'idée même, c'est que le travail de diagnostic nous amène forcément à réfléchir à l'agir. On n'est pas seulement dans la connaissance, dans l'identification de ce qui ne va pas, mais aussi tout de suite se dire comment on pourrait agir dessus. Et donc, du coup, un diagnostic qui est posé en termes dynamiques, comme on vous le propose, finalement, nous amène tout de suite à pouvoir construire les pistes de ce que pourrait être demain la nouvelle contractualisation. Dans le cycle de qualification, ça nous semblait important, on avait dit la séance d'aujourd'hui, c'est vraiment les enjeux, la démarche, pour comprendre le sens de ce travail et vraiment ne pas se rester coincé sur des données quantitatives qui sont certes importantes, parce qu'elles permettent d'objectiver un certain nombre d'éléments, mais il faut aller plus loin. Comme on vous l'a dit, comme je le disais tout à l'heure, la séance du 10 février permettra donc de regarder comment on peut aller mobiliser des données moins habituelles que celles qu'on utilise classiquement avec le système d'information géographique de l'ONPV ou sur l'INSEE, qui sont quand même des éléments importants pour poser le cadre, mais qui ne sont pas suffisants. À la séance du 28 février, la proposition, là, c'est de mettre en avant le travail que des collègues ont fait, et y compris nous au niveau de l'ORIV, puisqu'on évoquera aussi des démarches qu'on a pu développer de notre côté. Mais là, sur comment justement aller au-devant d'habitants, et faire en sorte qu'ils soient partie prenante de cette réflexion de diagnostic. Donc là, on aura différents intervenants et les travaux qualitatifs d'observation qu'on a pu mener nous-mêmes au niveau de l'ORIV. Et pour la dernière séance du 14 mars, l'idée, c'est plus particulièrement à partir d'un travail qui a été fait avec des conseils citoyens, avec un kit qui a été mis en place assez très riche,
en fait, alors ce kit, il a été fait au titre de l'évaluation, mais on trouvait avec Laetitia qu'on a plein d'éléments dedans qui peuvent aussi nous être utiles plus globalement sur ces questions de travail auprès de collectifs. Et à cette occasion, on aura, je l'espère, la possibilité aussi de mettre en avant une expérimentation qui est en cours actuellement sur 3 régions, qui s'appelle l'impact collectif, qui a été engagée par la NCT et qui justement montre comment on peut travailler avec des collectifs, pas seulement des conseils citoyens. On aura peut-être l'occasion aussi, je regarde du côté de Laetitia, de parler des démarches de table de quartier, etc. Enfin voilà, c'est un petit peu ça qu'on a souhaité vous mettre en avant autour de cette séance. Je voulais, avant de dire encore quelques mots sur la question de l'observation et d'ouvrir juste quelques questionnements avant de donner la parole ensuite à Sabine sur sa présentation à elle. Je voulais simplement revenir un instant sur les notions de diagnostic, d'observation, de suivi et d'évaluation. On sort d'une, ou pas tout à fait encore, parce qu'on a encore quelques évaluations en cours, souvent on mélange allègrement les différentes notions. Ça nous semblait important de remettre ici un petit tableau qu'on a l'habitude d'utiliser à l'ORIV. C'est vrai que le terme de diagnostic laisse à penser souvent quelque chose d'assez instantané, une photographie, etc. Si vous avez bien entendu dans mon propos, la proposition qu'on fait, c'est qu'on s'inscrit plutôt dans des logiques d'observation sur le long terme, avec peut-être même l'idée que c'est quelque chose de régulier tout au long de la durée du contrat de ville. On ne voit pas pourquoi il faudrait regarder qu'à un seul moment. C'est intéressant de voir comment les tendances évoluent. Ça permet aussi de poser la question de la place de la parole d'habitants et d'usagers du territoire. J'insiste sur ce point parce que souvent on ne parle que des habitants, mais on a aussi des usagers du territoire qui ont des choses à dire sur comment ça vit, comment ça travaille. Donc, cette notion d'observation, elle peut permettre d'avoir quelque chose sur la durée. La question du suivi, elle est souvent autour des questions de rendu compte, de reporting. Donc, on est plus sur quelque chose de ciblé. Et l'évaluation, bien évidemment, elle est plutôt sur les questions d'impact. À ce titre-là, d'ailleurs, on invite aussi à mettre en place un certain nombre d'éléments dès le départ de la démarche en lien avec l'observation autour du volet évaluation. Comme je vous le disais, dans ce que nous vous avons transmis, normalement dans le lien d'invitation, on a été amené fin d'année dernière, Laetitia, à publier un guide qui se présente, le guide lui-même en 2 parties. Une première partie qui propose des points de vigilance sur comment déployer un diagnostic, comment articuler la question quantitative et qualitative. On a souvent des interpellations sur mais la parole d'habitant ou la parole d'acteur, elle n'est pas comment dire, objectivée, mais un chiffre est tout aussi peu objectivé finalement. Donc, il ne faut pas opposer le quantitatif et le qualitatif. Ce n'est pas la même chose, mais c'est intéressant de croiser les regards et les analyses. Donc, ce guide se propose vraiment de présenter ces éléments-là. Dans la deuxième partie du guide, on a déjà un certain nombre d'expériences qu'on avait identifiées avec Laetitia autour de la question de la mobilisation de parole d'habitants. Donc, vous avez plein de petits exemples. Et pour le rendre plus riche, nous avions fait le pari, donc fin d'année dernière, de réaliser des capsules vidéo où en fait les personnes qui portaient ces expériences les ont en quelques mots expliqué la démarche. On s'est dit que c'était plus vivant et donc vous avez à la fois l'explication dans le guide qui va expliquer de quoi on parle, etc. Et une partie d'entre elles, vous les retrouvez dans ce qu'on appelle un web documentaire que vous avez sur notre site avec des petites vidéos qui vont présenter ces expériences
par les personnes elles-mêmes qui les ont mis en place. Alors, on se dit qu'on aurait peut-être dû faire notre cycle autour de ces éléments-là, mais on a souhaité aller un petit peu plus loin, et parce que la richesse du travail d'évaluation a permis de mettre en avant encore de nouvelles expériences, et donc c'est pour ça que le cycle est sur ces données-là. On vous a également mis des données supplémentaires qui des fois sont plus anciennes, comme vous pouvez voir, c'est marqué 2010, etc. Mais dans ce domaine de l'observation, de l'analyse des données, de le recueil de paroles, de la confrontation des points de vue, de la prise en compte de paroles d'acteurs, etc. Franchement, au niveau de la méthode, il y a rien de nouveau. Voilà, donc ça reste des éléments majeurs en tant que tels. Et donc, c'est la raison pour laquelle on vous a remis ces éléments-là en mémoire, en complément du guide dont on vous parlait précédemment. Voilà. Je vous propose de passer la parole donc à Sabine Vetter. Alors, Sabine est directrice d'études actuellement donc, à l'ADEUS, donc une des agences d'urbanisme du Grand Est. Juste un petit mot avant de lui passer la parole. On se connaît depuis très très longtemps avec Sabine. Sabine a eu un parcours qui fait qu'elle a été notamment auprès de l'État, et à l'époque où c'était la direction départementale de l'équipement qui portait la politique de la ville. Donc, elle a été, en ce cadre-là, elle a été directrice d'un cabinet d'études. Donc, elle a eu cette possibilité aussi d'une lecture globale. Et l'idée aussi de la faire intervenir, ce n'était pas seulement pour mettre en avant les agences d'urba, puisque tout le monde n'a pas d'agence d'urba, mais son propos, c'était aussi de donner des éléments de clés sur cette question du territoire qu'on évoquait tout à l'heure. Voilà, je te passe la parole. Est-ce que vous voyez ma présentation du coup? Oui, tout à fait. D'accord. Alors, merci Muriel. Donc, je vais moi, effectivement, prendre une entrée qui est un peu plus quand même celle des agences d'urbanisme, hein, qui est celle du territoire. Alors, Muriel m'avait demandé en préambule peut-être de présenter rapidement ce qu'était une agence. Alors, je vais faire comme elle, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que effectivement, on va vous laisser un diaporama, mais peut-être juste vous parler du statut un peu singulier des agences d'urbanisme, puisqu'en fait, les agences d'urbanisme sont créées par la loi hein, dans les années fin des années 50. Et nous ne travaillons que pour nos partenaires. Et comme vous pouvez le voir, les partenaires des agences, ce sont les principaux acteurs publics. Hein, ça va de la région jusqu'à, évidemment, communes, intercommunalités. Et on a aussi de plus en plus une ouverture vers des acteurs comme EDF, la SNCF, etc. Et donc, on travaille beaucoup, comme le nom l'indique, dans les domaines de l'urbanisme, mais aussi dans tout ce qui concerne la cohésion sociale et territoriale, parce que effectivement, les deux sont intimement liés. Alors, juste rapidement la carte pour que vous puissiez voir qu'il y a un ancrage territorial assez fort et donc vous avez peut-être dans le secteur où vous travaillez les uns les autres des agences d'urbanisme. Par contre, on voit bien sur cette carte aussi que les agences d'urbanisme, elles sont quand même nées souvent des agglomérations et donc elles sont beaucoup moins présentes dans les parties de France où on est le centre notamment, hein, où il y a moins, disons, de villes ou de grandes villes. Donc, il y a également un réseau national, hein, Muriel le sait, elle est intervenue récemment. Et nous, dans notre réseau national, on fait souvent intervenir les centres de ressources. Hein, ces deux réseaux qui sont quand même assez liés. Et on a également, depuis la construction des grandes régions, des réseaux au niveau des grandes régions. Voilà, ça c'était pour rapidement présenter les agences d'urbanisme. Alors moi, je vais revenir sur effectivement ce que disait Muriel tout à l'heure. C'est vrai que la politique de la ville, elle a une histoire ancrée dans le développement social urbain. D'ailleurs, au début, on appelait ça le développement social urbain. Et c'est vrai que c'était au moment où on sortait quand même hein, d'un État centralisé qui avait été pendant très longtemps, hein, et particulièrement dans l'après-guerre jusque dans les années 80,
c'était l'aménageur et le financeur du territoire, hein. Voilà, tout ça se décidait depuis le niveau national, les choses étaient posées et la plupart de nos grands ensembles ont vu le jour dans ce contexte-là. Et c'est vrai qu'avec l'arrivée de la décentralisation, avec le fait aussi que le territoire avait moins besoin d'être équipé, on rentrait plus du coup dans des logiques voilà, de services. En fait, ça, plus la montée en puissance des collectivités locales et la décentralisation, a fait que petit à petit a émergé en fait la notion de territoire de projet, où on était moins dans une logique verticale que dans une logique aussi de coopération interne, de remonter vers le niveau national d'un certain nombre d'éléments, de demandes, de connaissances, etc. Et puis un travail aussi plus horizontal entre des territoires. Et c'est là aussi qu'est arrivée la politique de la ville, mais pas seulement, c'est-à-dire cette notion l'arrivée finalement plus du territoire et du projet de territoire a fait que d'une logique qui était quand même souvent une logique d'équipement un peu plus égalitaire, est entrée aussi la notion d'équité territoriale. Et finalement, la politique de la ville, on est bien au centre de ça, hein, à la fois dans des logiques d'égalité territoriale, mais aussi d'équité, c'est-à-dire éventuellement de discrimination positive en faveur de ces territoires-là, parce que sur un certain nombre de plans, on estime que ces territoires peuvent avoir besoin, voilà, de plus parce que justement, ils sont défavorisés au regard d'un certain nombre de critères. Donc, tout ce changement, hein, qui n'est plus cet aménagement du territoire orchestré par le niveau national, mais plus une prise en compte d'un certain nombre d'éléments locaux et donc cette émergence du projet territoire, a notamment été aussi parce que clairement, on a évolué dans nos politiques publiques sur le rôle du territoire, hein. Aujourd'hui, toutes les questions environnementales nous le montrent bien. On a longtemps été dans cette logique que le territoire, après tout, c'était un support sur lequel on allait poser tout un tas d'activités, de routes, de logements, etc. Et comme si c'était un support inerte. Aujourd'hui, bon, l'histoire nous rattrape par rapport à ça. Et le territoire, dans les politiques publiques, est vraiment devenu plus simplement un support, mais un véritable sujet. Et ça a effectivement fait émerger dans la manière de travailler la nécessité de comprendre finalement l'écosystème territorial dans lequel on évolue. L'écosystème territorial, il est composé à la fois par des individus, des groupes, des familles, des acteurs privés, des acteurs publics, hein. Muriel le rappelait tout à l'heure, l'importance aussi voilà, de bien avoir une vision, hein, de tous ces acteurs, et un territoire qui a un certain nombre de caractéristiques. Voilà. Et je reviendrai tout à l'heure justement sur ces caractéristiques. Et finalement, ça fonctionne ensemble. C'est-à-dire que les individus, ils vont avoir un impact, hein, dans leurs actions sur ce système territorial local singulier. Mais le système territorial singulier dans lequel j'évolue va aussi avoir un impact direct sur la nature, l'intensité, les opportunités, les difficultés que peuvent, voilà, avoir un certain nombre d'individus, de groupes d'individus, les ressources locales aussi qui existent. Et donc, mon écosystème territorial singulier, il peut être facilitant ou contraignant par rapport à un certain nombre de problèmes. Je vous donne un exemple. Si j'ai besoin d'un logement, si le marché du logement, là où j'en ai besoin, est détendu, ça ne sera pas forcément un problème. Si il est détendu, souvent les loyers ne sont pas non plus prohibitifs. Alors là, je caricature un peu volontairement, hein. Et donc, effectivement, ça va peut-être pas être un problème. Alors qu'ailleurs, avec même des ressources supérieures, la question de l'accès au logement peut véritablement être un handicap social. Donc voilà, il faut bien comprendre que tout ça, ça interagit, d'où l'importance d'avoir des outils pour connaître et comprendre ce système territorial singulier. Pour ça, ça veut dire qu'il faut qu'on puisse disposer aussi de méthodes et d'outils pour pouvoir analyser finalement le territoire. Et le territoire, en fait, c'est un système vivant complexe dans lequel il y a un certain nombre de composantes qui se juxtaposent, qui se superposent et se juxtaposent. Il y a des échelles, il y a des interactions, il y a des dynamiques, il y a des symboliques. Donc, je vais reprendre rapidement chacun de ces points.
chacun ses points, je vais illustrer. Alors, il se trouve que voilà, moi, je travaille plus particulièrement sur la région, enfin, le Bas-Rhin, l'Alsace, l'Eurométropole de Strasbourg. Donc, je vais puiser des exemples, mais je ne les commenterai pas d'un point de vue analyse, parce que voilà, je les montre à titre d'exemple, pas voilà, pour les commenter en termes d'analyse. Alors, le premier élément qui va m'intéresser, c'est quand même qu'est-ce qui caractérise mon quartier politique de la ville. C'est-à-dire, en fait, il ressemble à quoi, il est composé de quoi. Et là, on va se retrouver dans une nécessité quand même de pouvoir avoir un certain nombre d'éléments de diagnostic sur ces caractéristiques. Alors, ça va être des données de diagnostic dans différentes composantes. Ces différentes composantes, il y en a pour lesquelles, Muriel le disait tout à l'heure, on va avoir des données quantitatives, d'autres où on va davantage être obligé d'aller chercher à travers la construction soi-même de données quantitatives ou qualitatives, mais pour lesquelles on n'aura pas forcément des données directement disponibles. Alors, ça, les différentes composantes, c'est-à-dire finalement, qu'est-ce qui caractérise mon QPV? C'est un peu le socle de base. C'est un peu ce que l'on aurait besoin d'avoir systématiquement sous la main, j'ai envie de dire, quel que soit le QPV. Alors, je fais une petite parenthèse. Alors, je ne vous vois pas du tout. Donc, est-ce que vous m'entendez toujours? Oui. Oui, Sabine, c'est bon. Hein. Oui, excuse-moi, parce que moi, comme je ne vous vois pas du tout, Non, mais je voulais quand même vérifier. D'ailleurs, Muriel ou Laetitia, si jamais il y a des questions, ou s'il faut m'interrompre, vous n'hésitez pas à intervenir, parce que je n'ai pas du tout, je ne sais pas pour quelle raison, j'ai perdu complètement la visibilité sur les écrans. Donc, voilà, si vous avez besoin de m'arrêter, surtout, vous n'hésitez pas. Voilà, surtout, vous n'hésitez pas. Bon, donc, effectivement, cette question de caractéristiques des QPV, c'est un peu le socle, quoi. Alors, certaines agences, on a des missions en continu. C'est celle de Lyon, par exemple, a pour la métro de Lyon une mission d'observation de la politique de la ville depuis très longtemps. Et donc, c'est, je dirais, le socle, il est en permanence disponible. Dans d'autres cas, on n'a pas ce socle de disponible, on n'a pas d'agence d'urbanisme, mais c'est vrai que c'est là-dessus, sur ce socle, que l'ANCT, l'INSEE, à l'échelle du QPV, va nous donner quand même un certain nombre de données, un peu directement disponibles. On a aussi, pour les territoires qui sont couverts par des IRIS, l'IRIS étant un découpage communal d'observation, donc pour les villes un peu plus importantes, on a souvent le territoire de la commune qui est divisé en plusieurs IRIS, va aussi nous permettre d'avoir un certain nombre de données qui permettent de caractériser voilà, les territoires, même si les IRIS ne sont pas les mêmes découpages que les QPV, on les utilise quand même beaucoup parce que on peut quand même, en superposant les deux, voilà, voir un peu justement comment se situe notre territoire QPV au regard de ce qui va se trouver autour. Alors, ce socle, Sabine, il est… Sabine, excuse-moi, il y avait une question. Et du coup, Elliot, tu posais la question, quel est ce socle pour les QPV? C'est ça que tu disais? C'est à moi que tu posais. Ah, d'accord. Ouais, Elliot. Oui, alors, c'est effectivement, si vous allez par exemple sur le site de l'INSEE, vous tapez QPV et vous allez avoir toute une série de thématiques pour lesquels vous avez des fichiers à télécharger qui vont vous donner un certain nombre d'indicateurs. Alors, ça va être les caractéristiques un peu classiques, hommes, femmes, âge, catégories socio-professionnelles. Enfin, voilà, ça vous donne un peu ce socle. Pareil d'ailleurs pour les iris, sauf qu'ils sont plus nombreux et donc souvent, ils sont un petit peu plus lourds à traiter. Mais voilà, donc on a un certain nombre de données comme ça, y compris si on n'a pas… Oui. Oui, Sabine, je viens de vous préciser qu'effectivement, dans le guide qu'on vous a mis en ligne, vous avez l'accès au lien, soit sur un traitement par le SIG Ville qui fait des fiches par quartier, soit effectivement directement, comme tu le disais, sur les données INSEE. Et donc, ça fait partie des choses qu'on peut vous mettre à disposition en termes de réflexion pour ceux qui n'ont pas d'agence d'urba. Et pour les IRIS, c'est pour les communes de plus de 5000 habitants. Voilà. Alors, pour ces communes-là, c'est vrai que l'IRIS, l'avantage, c'est qu'on voit aussi ce qu'il y a autour. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors que c'est vrai que pour les QPV, on a un peu le QPV dans une île déserte, quoi. Voilà. Donc,
juste pour dire, voilà, après, ça peut prendre différentes formes, hein, mais par exemple, là, sur le Lyon, enfin, l'agence d'urbanisme de Lyon, elle a vraiment pour tous les QPV, alors, des espèces de fiches comme ça, hein, qui sont effectivement des fiches d'identité sur lesquelles on peut, toute personne qui a besoin d'avoir quelques éléments d'information, voilà, alors je ne les vous ai pas toutes mises, mais effectivement, on peut comme ça, rien qu'avec les données disponibles, quand même avoir des éléments de cadrage qui nous permettent de savoir un peu quand même à quoi ressemble le quartier et quand on suit ça sur de la durée, un petit peu aussi des questions d'évolution, j'y reviens. On peut aussi les cartographier, hein. Alors là, ce sont les QPV de l'Eurométropole de Strasbourg, mais la cartographie, comme je vous le dis, là, ce genre de cartographie, ça fait le QPV dans un îlot d'Isère. Ceci dit, ça permet quand même un peu de les comparer. On va pouvoir voir qu'effectivement, dans une agglo qui a plusieurs QPV, ben, ça permet de les situer visuellement les uns par rapport aux autres. On a aussi la possibilité, hein, sur des données différentes, qui ne sont là pas des données forcément directement disponibles, aussi de se constituer de la donnée pour caractériser les quartiers. J'en ai mise une, voilà, que nous, on a constituée à l'agence à Strasbourg. On sait qu'au moment du confinement, par exemple, la question de l'accès à des espaces verts à proximité était une question quand même importante pour tous les quartiers, mais plus particulièrement dans les quartiers QPV où on a quand même, dans un certain nombre de cas, de la cohabitation dans des appartements à plusieurs, pas toujours forcément très grands, etc. Donc, on a, avec, par exemple, là, un outil que nous, on a à l'agence, on peut montrer pour différents QPV, finalement, lesquels sont à 300 mètres, 500 mètres, 1 kilomètre d'un espace vert. Voilà. Alors, quand je suis dans une zone verte, je suis dans une zone où je suis à moins de 300 mètres voilà, d'un espace vert, etc. Donc, pour dire que cette caractérisation des quartiers, elle peut être à partir des données, et je dirais ça, c'est le socle existante, mais on peut aussi, à partir de données qu'on produit soi-même, à partir de données produites par d'autres, constituer comme ça un socle. Et c'est vrai que moi, je pense que Muriel, tu fais le même constat, c'est que souvent, on n'a pas ce socle de disponible. C'est-à-dire que souvent, on va le constituer au moment où on dit « Ah, on fait l'évaluation ». Maintenant, il faut qu'on se replonge dans, voilà, dans les données, quoi. Alors, peut-être pour préciser, on a sur certains territoires du Grand Est, le fait que des contrats de ville ont gardé le principe, d'un rapport annuel. Mmh, Et dans le rapport annuel, on a un regard de l'évolution du quartier et des principales caractéristiques, au fil de l'eau. Ce qui mmh. fait, alors, je crois que Saint-Louis est avec nous, et du coup, il y a cette capacité aussi de la mettre en discussion avec les acteurs. Est-ce que ça Voilà, leur tout à parle? fait, tout à fait. Voilà, Mmh. voilà. D'ailleurs, ce 1er point déjà sur les caractéristiques, je pense que ce sont des éléments qu'il est tout à fait intéressant de partager dans les conseils citoyens, voilà, parce C'est que ça. contrairement, alors ça veut dire qu'après, il faut des supports qui soient visuellement agréables. Tout le monde ne sait pas forcément lire les tableaux et les cartes de manière, mais on peut le faire sous des formes, du coup, qui quand même sont intéressantes à partager. Parce que pour les gens qui habitent un quartier, c'est intéressant aussi. Voilà, parce on y verra on y viendra vers la fin, mais on a tous des représentations aussi, hein, de nos quartiers, etc. Et donc, c'est intéressant aussi d'amener certains éléments en débat, d'objectiver aussi certaines, ça s'est dit tout à l'heure, hein, peut-être certains ressentis, etc. Donc, du coup, je pense que ce socle-là, faut aussi le voir, pas seulement pour les professionnels, hein, Mmh. voilà, mais aussi comment on peut partager le regard sur c'est quoi mon quartier, il se caractérise comment, et, et là, c'est mon deuxième point, c'est vraiment la nécessité de le replacer, voilà, dans le jeu des échelles. La question des territoires, elle est toujours à regarder. Tout territoire, quel qu'il soit, il est à la fois subdivisé éventuellement de petits, voire de micro-territoires, voire tout à l'heure ça a été dit, de territoires de projet par rapport à telle ou telle structure, et il s'inscrit dans un espace plus large. Voilà. Et c'est extrêmement important d'avoir ça en tête, c'est-à-dire de se doter aussi d'outils qui permettent de toujours regarder mon quartier ou mon sous-quartier dans un espace plus grand, et aussi éventuellement de le regarder dans comment il se caractérise en interne, hein, voilà. Alors pour ça, c'est pareil,
là, je vous donne juste quelques exemples qui montrent des choses quand on commence à le regarder à d'autres échelles. Là, par exemple, j'ai cartographié selon 2 critères, la proportion de cadres et de professions intermédiaires et la proportion d'employés ouvriers. Et j'ai pris tous les iris d'une agglo. Et en fait, voilà, on voit tout de suite où se situe, alors en bleu, c'est les QPV, en rouge, ce sont tous les autres quartiers, hein, tous les autres iris. Donc, les iris, c'est des sous-quartiers, hein, voilà, des agglos. Et en fait, on voit bien à la fois qu'on a une spécialisation des territoires, hein, on voit bien que les QPV vont se trouver évidemment avec beaucoup, beaucoup moins de cadres et beaucoup plus d'ouvriers et d'employés, mais on voit aussi que tous les QPV ne sont pas tout à fait pareils, c'est-à-dire qu'on a des QPV qui sont dans une plus forte mixité des catégories socio-professionnelles que d'autres, et on voit aussi que on a des quartiers qui sont très spécialisés sur plutôt ouvriers employés et moins ou quasiment pas de cadres et de professions intermédiaires, mais à l'inverse, on a la même chose, hein. On a des quartiers qui sont ultra spécialisés dans l'accueil des catégories socio-professionnelles supérieures et qui n'ont quasiment pas d'employés et d'ouvriers. Alors là, on est sur Strasbourg. Là, en bas, on va retrouver des îlots du Comtade, de l'Orangerie. Voilà. Pour ceux qui connaissent Strasbourg, c'est le quartier à côté du Conseil de l'Europe. Voilà. Donc, en fin de compte, quand on parle de la non-mixité spatiale, ça permet de se montrer ça aussi, hein, quand on rezoome et qu'on remet les choses en perspective, que quand on parle de non-mixité sociale, bah, la non-mixité sociale, elle est dans certains QPV, c'est clair, mais elle l'est aussi dans plein d'autres quartiers de la ville. Voilà. Et quand on le recartographie, juste rapidement là, on voit bien voilà, qu'on a des spécialisations socio-spatiales qui ne sont pas seulement des spécialisations socio-spatiales des quartiers QPV. Hein. Ce que vous avez en rouge, c'est les contours des QPV sur l'Eurométropole. On voit bien qu'effectivement, on a une spécialisation, et c'est normal, puisque sinon, ils ne seraient probablement pas en QPV, mais on voit qu'on a d'autres quartiers de l'agglomération qui, eux, sont en spécialisation ou en surreprésentation, et donc qui ne sont pas non plus des quartiers dans la mixité sociale. L'autre élément, par exemple, c'est intéressant, toujours dans ce jeu des échelles, de regarder où se situent mes QPV et comment c'est, par exemple, développer le logement social dans et hors des QPV. Hein. Là aussi, ça nous permet, si vous voulez, je passe un peu vite, hein, parce que sinon, on va en avoir pour très longtemps, mais ça nous permet tout ça, si vous voulez, le remettre en perspective. Ça évite de comment dirais-je, interpréter un certain nombre de données sur mon QPV, mais de bien comprendre aussi qu'est-ce qui se passe à côté et comment, du coup, je peux éventuellement aussi trouver des facteurs explicatifs. Alors, tout ça va être la troisième dimension essentielle qu'il faut qu'on arrive à prendre en compte quand on fait un diagnostic de territoire, c'est finalement un peu le jeu des interactions justement au sein des systèmes territoriaux. Hein. On a des jeux en interne, c'est-à-dire à l'intérieur de mon QPV, je vais avoir des interactions et entre mes territoires, je vais avoir des interactions. Hein. Voilà, pour le résumer un peu, on va dire qu'on va essayer d'avoir une lecture un peu horizontale, hein, c'est-à-dire comment finalement différents éléments, hein, on est souvent dans des politiques sectorielles, verticales, on va produire du logement, on va dire qu'on va mettre un collège ou un lycée ou un service à un endroit, on va mettre en place des infrastructures, voilà, et des individus. Tout ça, si vous voulez, ça fait souvent l'objet de politiques qui se décident d'ailleurs à des niveaux qui ne sont pas forcément celles du quartier simplement où elles vont se poser. Mais une fois qu'elles sont posées spatialement, il va se passer des choses entre ces éléments-là sur lesquels c'est important aussi qu'on puisse jeter un regard. Voilà. C'est-à-dire qu'on sait tous combien le fait d'avoir mis ou pas certains équipements ou services, d'avoir mis ou pas certains logements, vont créer finalement des situations locales singulières qui n'étaient pas forcément celles que l'on avait imaginées. Donc, il faut analyser ce genre de choses. Donc, cette lecture horizontale, elle est très importante. Et on a aussi la nécessité justement de regarder comment s'articulent les échelles dont je parlais tout à l'heure.
On a fait un tout petit travail, enfin, on a fait un travail assez important, mais dont je vais juste très, très rapidement donner des conclusions, mais parce que ça montre que là encore, à regarder un seul élément, on peut finalement très vite faire des analyses qui ne sont pas forcément pertinentes. La question de la mixité sociale, tout à l'heure, Muriel le rappelait, quand on regarde un certain nombre de QPV, on va se rendre compte que la pauvreté n'a pas diminué. Voilà, on pourrait se dire: «Bah, elle n'a pas diminué», et pourtant quand on regarde, un certain nombre d'autres éléments, on se rend compte que, bah, il y a eu de la mobilité. Donc on se dit: «Bah, s'il y a eu de la mobilité, pourquoi il y a pas» voilà. Alors on pourrait très vite dire: «Oui, mais c'est parce qu'on leur attribue forcément des logements là, c'est parce que» voilà. Et donc nous on a voulu aller un petit peu plus loin. Donc on a travaillé sur 3 fichiers qui sont à la disposition. Alors bon, tout le monde n'a pas les moyens Non, nécessairement humains pour les travailler, mais je veux non dire, mais c'est des fichiers qui sont disponibles. Voilà, c'est ça que je veux dire, c'est qu'on peut Sabine, travailler. j'évoquais en off, je le dis du coup oralement, j'ai envoyé dans le chat en disant qu'on pourrait avoir une séance dédiée qu'on propose à l'ORIV, de lecture d'un certain nombre de données, pour que déjà on aille un peu plus loin, mais en faire une séance, à part. Voilà, donc je l'ai Voilà. mis dans le chat. Comme tu le disais, on a des données, après il faut avoir, Oui, une voilà. capacité quand Après, même de lecture, c'est pas, sûr. Mais juste pour dire que là, on est sur des données assez, voilà, qui peuvent être assez disponibles. ouais, c'est ça. Et donc, on s'est rendu compte quoi, que 65 des attributions de gens qui habitent les QPV, bon, il y a moins de mobilité déjà, mais bon, 65 des attributions sont réalisées hors QPV depuis 2019. Donc, en moyenne, c'est un demandeur sur 2 qui réside un QPV qui a une attribution hors QPV. Donc, on se dire, bah, ça va plutôt dans le sens de cette volonté affichée de mixité sociale. Or, on se rend compte que quand même, la pauvreté, dans un certain nombre de QPV, elle s'est plutôt renforcée à nouveau. Mais quand bah, donc on a regardé un peu plus précisément, mais finalement, dans ceux à qui on a attribué des logements, quels étaient leurs revenus, quoi. Voilà. Et là, on se rend bien compte que bah, les personnes qui ont le plus bénéficié d'attributions en dehors des QPV, vous voyez, à hauteur de 70%, c'est le 4e quartile. Alors ça, c'est un peu technique, mais c'est les 25% des demandeurs en logements sociaux qui ont les revenus les plus élevés. Voilà. Et ceux à qui on a le plus attribué un logement dans un QPV, c'est à hauteur de 61%, c'est les 25% de ceux qui ont les revenus les moins élevés. Donc on pourrait se dire, ah ben oui, mais pourquoi on a fait ça, quoi. En fait, voilà. Alors pour ça, c'est un peu plus compliqué que là, je vous donne le résumé, hein, mais en croisant tout un tas d'éléments, on a vu plusieurs choses. D'abord, la localisation des logements abordables. À 70% sur l'agglomération où nous on travaille, les logements abordables aux demandeurs les plus pauvres se situent en QPV, puisque c'est là où on avait le parc existant, avec à l'époque les dispositifs financiers, etc., qui ont permis de produire ce parc qui aujourd'hui encore reste le parc aux loyers les plus abordables, et que dans ce qui est en dehors des QPV, il y a seulement 2,5% du parc social qui est abordable et disponible. C'est-à-dire que quand on attribue, ou les logements sont occupés et ils ne sont pas vides, hein, ou alors ils ne sont pas abordables financièrement. On a également vu que la typologie des logements abordables, 40% des logements abordables et disponibles hors QPV sont des petits logements. Ce que les bailleurs ont construit ces dernières années, c'est rarement des 5 pièces, des 6 pièces, on est plutôt sur du 2 pièces, 3 pièces, alors qu'une majorité de demandeurs pauvres résidant en QPV recherchent encore des grands logements. Donc voilà, pas d'adéquation entre la typologie des logements. Un parc de logements QPV qui est globalement plus ancien, avec des niveaux de loyer plus faibles, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'accessibilité aussi, parce qu'il y a toute une partie du parc, la carte tout à l'heure, on voyait, enfin vous allez passer très vite, mais toute une partie du nouveau parc a été construite dans des communes périphériques et même dans la périphérie la plus éloignée au niveau de l'Eurométropole. Ça veut dire aussi qu'il faut avoir une voiture pour se déplacer, on n'a pas forcément le même accès en transport en commun. Donc voilà, donc on a aussi plus de difficultés à les attribuer à des ménages. Et puis le 5e élément, qui est vraiment pas négligé,
c'est que dans les relogements, notamment dans les relogements dans le cadre des démolitions, on va quand même tenir compte, et on n'est pas dans des méthodes non plus coercitives, hein, on va tenir compte du souhait des locataires. Or, nous, on a fait un travail sur l'image des quartiers il y a 2 ans ou 3 ans, où on a bien vu que plus de 50% des gens qui habitent les quartiers QPV, dans la plupart des cas, s'ils avaient le choix d'aller n'importe où, ils veulent rester dans leur quartier parce qu'ils y ont les réseaux de solidarité, la famille, enfin, il y a plein de raisons derrière. Donc, quand on prend tous ces éléments-là, on voit que sur un mécanisme qui est que quand on regarde des données statiques ou même dynamiques, on voit que la pauvreté est restée la même, voire elle a augmenté, mais il y a eu des mobilités. Pourquoi? On voit bien que derrière, il y a des facteurs dont il faut aller chercher la compréhension pour pas, je dirais, faire des analyses où on va finalement ensuite derrière plaquer des programmes d'action qui ne seraient pas pertinents parce qu'on aurait fait une analyse tronquée, quoi. Voilà. D'où la... Sabine, Oui, pardon, Sabine, un petit complément par rapport à ces types d'observations qu'on regarde et qu'on peut croiser. On se rend compte là sur un certain nombre de données, toujours avec le premier socle qu'on évoquait tout à l'heure, qu'il y a une augmentation dans un certain nombre de quartiers politiques de la ville de présence de personnes en situation de handicap, bénéficiaires de l'AAH. Et du coup, la question, à pas mal d'endroits où c'est vraiment triplé, par exemple, s'est posé la question. Et en fait, c'est un effet rebours, entre guillemets, de l'amélioration des bâtiments et du logement, puisque la démolition-reconstruction favorise en fait des logements qui permettent l'accès aux personnes à mobilité réduite. Et du coup, les publics vont être plutôt orientés vers les quartiers. Ce qui pose quand même d'autres questions, du bien coup, sûr. d'intervention, de modalités de déplacement. En plus, souvent, c'est en rez-de-chaussée. Comment ça se travaille, du coup, sur le bruit, etc. Voilà. Et du coup, je trouve que le croisement aussi nécessite de réfléchir sur comment on peut travailler cette question. Mmh. Voilà. Donc voilà, c'était juste un exemple pour montrer combien c'était quand même important pour vraiment faire de l'analyse, de croiser les Mmh. choses et de regarder comment les choses interagissent. Parce que souvent, l'explication, on n'est pas, Muriel et moi, ça fait longtemps qu'on est d'accord là-dessus, on est rarement sur des réalités de cause à effet direct. Voilà, c'est un peu toute la difficulté de l'évaluation de la politique de la ville aussi, c'est qu'on n'est pas sur des relations de cause à effet direct, on est souvent sur des mécanismes qui demandent à être regardés de plus près. Juste un autre Ouais. exemple aussi Madame Butel, Oui, bien sûr. j'avais sur votre précédente slide, il y avait juste une interrogation sur le point numéro 4 que je viens de Oui, lire sur le fait que l'accès aux transports en commun et équipements services est parfois réduit dans le parc social hors QPV, oui. alors que généralement la logique c'est de considérer justement que le parc social est enclavé et que justement l'accès est beaucoup plus compliqué en QPV que hors QPV. Alors, c'est pas du tout le cas sur l'Eurométropole Ok, de Strasbourg. Pas du tout. Je vais ok, juste rapidement revenir en arrière. Là, si on regarde cette carte qui est le ok. stock et la production des logements, ce qui est en noir, enfin un peu en liseré noir, là, ce sont les QPV et ils sont situés Mhm. sur Strasbourg et ils sont pour la plupart accessibles en tram. On a même sur certains quartiers comme Haute-Pierre plusieurs stations de tram dans le même quartier. Et ceux qui ne sont pas accessibles en tram le sont quand même par des bus, quoi, hein, voilà, avec des fréquences qui restent pour un certain nombre correctes. Et quand vous regardez la carte, on a pas mal développé le logement social. L'offre neuve, c'est les points rouges. Vous voyez, sur les communes qui sont complètement à l'extrémité du périmètre de l'Eurométropole. Mhm. Hein, donc voilà. Mhm. Ok, Et donc, cette ok. volonté de faire les logements dans ces secteurs-là, on a à la fois des logements qui sont plus chers, hein, souvent, puisque les logements neufs, c'est vrai sur Strasbourg aussi, mais en plus qui là ne sont pas accessibles ni en train ni en transport en commun avec un cadencement, on va dire, qui est acceptable, quoi. Alors, c'est quelque chose sur lequel l'Eurométropole travaille, parce que la question de l'accessibilité de ces communes, d'une manière générale, se pose, mais alors, sur le cas de l'Eurométropole de Strasbourg, les quartiers QPV sont plutôt bien, voire très, très bien reliés par transport en commun, quoi. Donc ça, Ok, super. évidemment, ça peut totalement changer. Et alors justement, vous Ok. faites la transition avec ma, avec ma slide suivante. Merci, merci. Voilà, donc là, on est carrément dedans. Donc aussi, voilà, ça aussi pour dire que c'est important. On parle par exemple de l'emploi, d'accord, on nous dit, là, Muriel le rappelait tout à l'heure, dans le cadre de l'évaluation, on a eu des entretiens avec Pôle emploi et les agences de certains quartiers qui disent, nous, aujourd'hui, on a des emplois qui correspondent un peu au profil de certains habitants de nos QPV, mais
en dehors même de l'Eurométropole. Voilà. Donc, en fait, ça veut dire que les gens, il faut qu'ils aillent prendre un train, par exemple. Voilà, c'est un élément tout bête, mais alors, je ne m'étends pas sur toutes les difficultés aussi psychologiques qui sont de sortir du quartier, etc. Mais on s'est dit, regardons déjà finalement nos quartiers QPV si on veut aller à la gare. Donc voilà, la gare, c'est le point noir qui est là. Les quartiers QPV, c'est là où vous avez du noir. C'est finalement en combien de temps, à 8 h du matin, je mets pour aller à la gare chercher un train si j'ai besoin d'aller prendre un train à 8 h du matin. Sachant que les pôles d'emploi dont je parle sont assez bien cadencés en termes de train et sont en général à 25-30 minutes maximum voilà, entre un quart d'heure et 30 minutes de train. Donc, voilà, on voit bien qu'on a un certain nombre de QPV qui sont plutôt à 20 minutes. On en a quelques-uns qui sont à 40, 60. La plupart, on le voit, sont quand même accessibles en moins d'1 heure pour se rendre à la gare. Donc, on peut se dire à 8 h du matin, c'est très bien. Sauf que quand on regarde le type d'emploi, on a aussi des emplois où je n'ai pas des horaires de bureau, où j'ai des horaires où je dois éventuellement arriver ou partir à 6 h du matin. Donc, on a pris 2 pôles d'emploi qui se situe, l'un, celui que vous avez à gauche sur la carte, c'est un pôle d'emploi qui est le port de Strasbourg, où il y a encore un certain nombre d'emplois industriels, et puis un autre qui se trouve, l'écoparc Rhénan, qui se trouve tout au nord de l'Eurométropole. Et on voit bien que si je veux pouvoir arriver à 5 h du matin pour prendre la relève quand je fais les 3-8, et ben là, pour le coup, sur le port du Rhin, déjà en transport en commun, la plupart des QPV ne sont pas accessibles en transport en commun à cette heure-là. Et au niveau de ce qui se trouve au nord de l'Eurométropole de Strasbourg, là, j'ai aucun QPV qui est accessible en moins d'1 heure en transport en commun. Et donc, évidemment, si en plus je suis en dehors de l'Eurométropole, parce qu'on a des gros pôles d'emploi en dehors de l'Eurométropole, et ben, voilà, là, je suis obligée d'avoir une voiture. Donc là, on est à nouveau devant d'autres problématiques. Donc, je ne vais pas non plus, parce que l'heure passe, mais juste pour dire que tous ces éléments-là doivent permettre, si vous voulez, de remettre en perspective les choses pour ne pas avoir des discours qui soient trop simplificateurs, si vous voulez, d'un certain nombre de situations. Le 4e niveau, quand on regarde un territoire, c'est évidemment de mesurer son évolution. Donc là, je ne m'étendrai pas. La question, c'est de regarder les choses dans les dynamiques. On a, dans un certain nombre de cas, l'observation, par exemple, à l'échelle du QPV de l'INSEE, nous donne, dans certains cas, des indicateurs. Ce n'est pas encore systématique. Par exemple, là, pour l'évaluation, on s'est rendu compte qu'on a des données en 2019 qu'on n'avait pas en 2010. Donc, on ne peut pas faire des comparaisons. Mais évidemment, dès qu'on peut, il est important de voir les évolutions, parce que si on prend maintenant cette question du taux de pauvreté, puisque c'est celui qui était assez déterminant pour le choix des QPV, si on prend là encore l'Eurométropole, on voit bien que certains quartiers, on a vraiment une pauvreté qui s'est accrue, voilà, alors que pour d'autres, on a une pauvreté qui a considérablement diminué. Par exemple, le quartier du QPV de Lingolsheim est un quartier qui a connu de grandes démolitions dans le cadre du PRU, enfin non pas NPNRU, mais déjà du PRU précédent. Et on voit aujourd'hui qu'effectivement, c'est un quartier où la pauvreté a nettement diminué. Voilà. Donc, regardez les choses dans la dynamique. Ça suppose effectivement, là encore, dans la construction des outils, d'essayer d'avoir la possibilité d'avoir une observation en continu pour, au fur et à mesure aussi, constituer des bases de données qui permettent de regarder les choses dans la dynamique. Le dernier point, Muriel a beaucoup insisté là-dessus, et moi je pense que c'est un élément qui est très très important, et c'est aussi pour ça qu'il y a les méthodes quantitatives, il y a les approches plus qualitatives. Elles ne s'opposent pas, elles se complètent, et une dimension qu'on n'a pas assez pris en compte de mon point de vue, qui commence à rentrer dans l'urbanisme d'une manière générale, dans la politique de la ville, elle était peut-être plutôt précurseur d'ailleurs par rapport à d'autres dimensions de l'urbanisme, c'est toute cette notion du territoire vécu. Voilà, parce qu'il y a ce territoire qu'on peut essayer d'objectiver à travers un certain nombre de caractéristiques, comme je viens de le dire, mais il y a aussi le territoire tel qu'il est vécu. Et pour ça, voilà, il est important qu'on puisse donc aussi regarder comment on peut approcher ce territoire vécu. Alors, ça va passer par tout un tas de méthodes. Il y a des enquêtes, il y a les focus group, il y a les déambulations.
Bien, là, nous, on avait fait une enquête sur l'image des quartiers. Voilà, on avait demandé aux habitants du Nord de qualifier par 3 mots-clés leur quartier. Donc, voilà. Tout ça, ce sont des possibilités. On a aussi, nous, l'agence de Bordeaux a un peu essayé de conceptualiser ça. C'est quelque chose qu'on utilise beaucoup plus que par le passé, pas simplement par rapport au quartier privé. C'est de dire, ayons aussi des promenades sensibles, c'est-à-dire comment est-ce que nos sens sont stimulés lorsqu'on est sur un quartier, voilà, est-ce qu'on y est bien, on n'y est pas bien, et on est parfois très étonné parce que c'est pas forcément les quartiers qu'on a comme ça en tête comme étant des quartiers qui seraient au niveau de l'image, repoussoirs et tout, qui sont ceux dans lesquels on a les sensations les moins bonnes, hein, parfois au contraire, parce qu'ils sont parfois plus aérés, parce qu'il y a de la vie, voilà. Et donc, comment est-ce que justement on va arriver à ressentir les choses? Donc on a, nous, on travaille un peu sur des promenades sensibles, on fait arrêter les gens à différents endroits et on leur fait remplir une espèce de grille pour dire, ben voilà, là, à cet endroit-là, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que c'est pour vous agréable, désagréable? Est-ce que voilà, ça vous rend stressé, ou au contraire, vous vous sentez plutôt relax, etc. Et ça donne des choses vraiment intéressantes qui justement permettent d'avoir d'autres approches, et on est parfois extrêmement surpris, quoi. C'est pas forcément les lieux que comme ça on a en tête comme étant les plus agréables qui vont ressortir, parce qu'il peut y avoir des nuisances sonores, parce qu'il peut y avoir un stress lié voilà, à du passage de trafic, parce qu'il peut y avoir des choses qui, indépendamment de l'image du quartier autre, peuvent entrer en ligne de compte. Donc après, voilà, ça peut faire l'objet de fiches, enfin ça c'est quelque chose. Sabine, Oui, oui, dans le guide du coup qu'on a mis à disposition, qu'on évoquait avec Laetitia, on a mis effectivement aussi des exemples de ce type-là, hein, de démarche. Je trouve qu'effectivement, souvent on s'arrête entre guillemets au diagnostic en marchant, qui est finalement très utilitariste, on va dire, alors qu'on pourra avoir une lecture beaucoup plus, comme tu disais, sensible. Et je trouve que mmh, c'est aussi intéressant parce que c'est des choses qu'on peut travailler avec les enfants. tout à Euh, fait, tout à fait. et à Et travers des dessins, des choses, et des gens qui ne maîtrisent pas la langue aussi par des dessins. On a quand tout à même fait. pas mal d'enjeux de non-maîtrise de la langue dans nos territoires. Et du coup, peut-être que c'est aussi des choses qu'il faut imaginer pour faire place à des habitants. Voilà. Tout à fait, et pour l'avoir moi-même testé une toute première fois un peu, en aveugle quoi, hein, sans Ouais. savoir ce qui allait en ressortir, vraiment ça peut être tout à fait contre-intuitif, quoi, hein. Je me rappelle parce qu'on avait fait ça à Paris, à un endroit qui plutôt bucolique, un joli pont, canal Saint-Martin, machin, jour de semaine, machin. Et pourtant, on était tous, on a mis, stressés, quoi, et alors que le décor était plutôt bucolique, on était au bord de l'eau, enfin bref. Et en fait, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est d'analyser les choses, quoi. Mmh. En fin de compte, ce qui était extrêmement stressant, c'était le trafic, les livraisons, c'est-à-dire qu'il y avait toute une activité juste à côté de nous, quoi, hein, qui était effectivement extrêmement stressante, ce qui fait que le côté visuel, le côté, a priori, bucolique et cetera, a été complètement perturbé par, les nuisances de trafic, les nuisances sonores, et donc je pense que ça peut amener des choses aussi dans la compréhension parfois sur la fréquentation d'espaces publics, sur un certain nombre de choses comme ça, qui là encore ne sont pas forcément tout à fait intuitives, quoi, voilà, hein. Voilà, juste pour dire qu'on peut travailler aussi de cette manière avec des habitants. On peut aussi travailler voilà, sur des questions de collage, sur des Mmh. dessins d'enfants, enfin sur tout un tas de choses. Je pense que là encore, c'est que la limite, elle est qu'au niveau de l'imagination. Mais c'est extrêmement important de ne pas négliger ces approches-là par rapport aux approches qui, je dirais, sont un peu plus académiques, quoi. Voilà. Mmh. Et pour finir et pour conclure, moi, Muriel et moi, on est totalement en phase, on le sait, là-dessus, hein. On n'a pas une manière de regarder le territoire, il n'y a pas
un outil qui serait mieux qu'un autre. Et mon expérience assez longue maintenant, parce que je commence à être assez vieille, c'est une analyse objectivée. Ça s'obtient finalement en croisant les choses. Et plus on va les croiser, plus on va pouvoir justement faire rediscuter les choses entre elles. Et ça va nous amener, non pas, je ne pense pas qu'il existe un diagnostic objectif, parce qu'on a tous nos filtres mentaux, etc. Mais ça va nous permettre quand même d'objectiver un peu les regards qu'on a sur un quartier. Voilà. Et j'insiste aussi sur voilà, l'immersion sur le terrain. Alors évidemment, vous êtes beaucoup là autour de la table à être des acteurs de terrain. Donc forcément, pour vous, c'est une évidence. Mais on est quand même aussi tout un tas de personnes à intervenir dans l'ingénierie et tout. Et c'est vrai que parfois, la question immersion sur le terrain, c'est quand même bien de la rappeler. Voilà. Ou pour les services d'ailleurs des collectivités ou autres, qui sont parfois plus ou moins proches du terrain sur lequel on travaille. Et pour conclure, voilà, je reviendrai sur ce qui a déjà été dit. Approche quantitative et qualitative ne s'opposent pas, elles se complètent. On n'a pas toujours, ça me paraît important aussi, on n'est pas toujours dans les conditions scientifiquement idéales. Voilà. On ne fait pas des enquêtes qui sont toujours dans l'échantillonnage tel que vraiment statistiquement on aurait voulu le faire. On n'a pas, voilà, on va parfois utiliser des focus group avec toutes les limites qu'a donné Muriel tout à l'heure, c'est-à-dire c'est des points de vue singuliers, etc. C'est pas le problème de dire on ne peut pas faire un diagnostic parce qu'on n'a que ça. Par contre, ce qui est important, c'est d'en tenir compte dans l'analyse. C'est-à-dire qu'il ne faut pas surjouer les choses. Il ne faut pas dire tous les habitants pensent que, quand on sait qu'on n'en a vu que 50 et qu'ils ne sont pas forcément représentatifs. Donc, c'est plus dans la manière dont on va en parler, dans la manière dont on va montrer les données, dans la manière dont on va pouvoir les discuter, les analyser, qu'il faut en tenir compte. Mais on peut quand même en dire des choses, et souvent des choses qui peuvent être intéressantes. Et le tout dernier point, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de méthode clé en main. On ne peut pas dire, tiens, le diagnostic sur un territoire, c'est ça, pof, 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 on remplit les cases et c'est fait. La tentation est souvent grande de le caricaturer comme ça parce que ce serait facile. Eh ben, non, c'est complexe, et acceptons la complexité. Donc, il n'y a pas une méthode type. Par contre, c'est vrai qu'il y a des méthodes d'investigation, il y a des types de travaux qui sont plus ou moins adaptés selon la problématique à laquelle on veut répondre. Voilà ce que je pouvais avoir à vous partager cet après-midi, et je suis évidemment à votre disposition. Merci, merci Sabine